Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photo si facile. Cette troisième vidéo se concentre exclusivement sur les boîtiers à objectifs interchangeables. Pour les exemples de cette vidéo, j'ai choisi mon appareil photo Panasonic G9 II car il représente en termes de fonctionnalité ce que l'on trouve aujourd'hui sur le marché du milieu de gamme. Si vous avez un boîtier d'une autre marque, vous trouverez quasiment les mêmes boutons et fonctions sauf qu'ils ne seront pas toujours placés au même endroit. Contrairement au compact, nos appareils séparent les commandes d'exposition des commandes de confort. L'objectif est de transformer chaque relief du boîtier en un automatisme pour ne plus jamais quitter le viseur des yeux. Plan de la présentation. Vue de dessus, vue de face, vue arrière, vue latérale droite, vue latérale gauche, vue de dessous, conclusion. Vue de dessus. Le déclencheur. C'est le centre nerveux, mi-course pour figer l'autofocus, course complète pour capturer. Bouton WB, White Balance en anglais, balance des blancs. Pour le réglage de la balance des blancs, un menu contextuel vous permet un réglage personnalisé selon le contexte. Bouton de réglage des ISO. En activant ce bouton, vous accédez à un menu permettant un réglage automatique ou manuel des ISO. Bouton de correction plus ou moins. Crucial sur l'hybride pour ajuster l'exposition en voyant le résultat en direct sur l'écran. La molette du mode d'entraînement est située à gauche sur cet appareil. Elle permet le réglage du simple déclenchement, une photo après l'autre, du déclenchement en mode rafale lent ou rapide, la prise de photo en mode haute définition, un intervallomètre et en mode retardateur. Sur le G9 II, la griffe de flash est située au milieu de cet appareil et permet le branchement d'un flash ou d'un microphone. Molette PASM. Le cerveau qui définit qui, de vous ou de l'appareil, contrôle la lumière. PASM signifie programme, ouverture, vitesse, manuel, vidéo manuel, S&Q, mode slow et quick. Il y a aussi des modes personnalisés C1 à C3 pour l'affectation de raccourcis. Par exemple, vous pourriez affecter en C1 le mode priorité ouverture pour la photo de paysage et en C2 le mode priorité vitesse pour le sport. Sur les boîtiers Fujifilm et selon les modèles, elle est souvent remplacée par des molettes gravées. Bouton vidéo, souvent de couleur rouge, permet le déclenchement d'un enregistrement vidéo. Je précise que pour les appareils haut de gamme, les menus spécifiques à la photo et à la vidéo sont séparés, ce qui est un plus pour les photographes et les vidéastes. Sur cet appareil, on retrouve le menu vidéo sous la forme d'un onglet dans le menu photo. Pour les passionnés de vidéo occasionnelle, j'en fais partie, cela ne pose aucun problème particulier. Il faut juste choisir les bons paramètres avant d'actionner le bouton. Repère du point focal ou plan du capteur qui indique l'emplacement exact où se trouve le capteur à l'intérieur du boîtier. Il faut savoir que c'est exactement à partir de ce trait que la distance de mise au point est calculée et non à partir de la lentille frontale de l'objectif. Bouton marche-arrêt.
Petit levier à bascule le plus souvent. Sélecteur de mode autofocus. En single, en continu ou en manuel. Molette arrière. Sur ce boîtier, les réglages par défaut de la molette arrière permettent, en mode manuel, de régler la vitesse d'obturation. En mode priorité vitesse, elle sert à ajuster la vitesse. En mode priorité ouverture, elle est utilisée pour la compensation d'exposition si elle est configurée ainsi. Lorsqu'on est en mode de navigation, elle permet aussi la navigation dans les menus en mode lecture et de faire défiler les photos. Vue de face. Molette avant. Elle est placée sur ce modèle autour du bouton de déclenchement. Selon le mode PASM utilisé, elle permet, en mode priorité d'ouverture, de régler la valeur d'ouverture de l'objectif, exemple de f1.8 à f22. En mode manuel, elle est assignée par défaut au réglage de l'ouverture, tandis que la molette arrière gère la vitesse d'obturation. En mode priorité vitesse ou en mode programme, son utilisation par défaut peut varier, mais elle est souvent utilisée pour la compensation d'exposition si elle n'est pas utilisée pour le réglage principal. Pour plus de polyvalence, il est possible d'inverser les fonctions des molettes avant et arrière si vous préférez contrôler la vitesse d'obturation avec la molette avant et l'ouverture avec la molette arrière. Bouton de fonction FN. FN1 et FN2 sont placés pour être actionnés par le majeur ou l'annulaire de la main droite. FN1 est souvent assigné à l'affichage du style de photo ou à une fonction d'aperçu par exemple. FN2 est assigné souvent à la prévisualisation pour le contrôle de la profondeur de champ. Index de fixation ou repère de montage. Il sert à assigner l'objectif avec le repère correspondant sur le boîtier de l'appareil photo pour permettre l'insertion et le verrouillage de la baïonnette dans le sens des aiguilles d'une montre, soit de gauche à droite. Le capteur. Ici, un capteur micro 4 tiers. S'agissant d'une des parties les plus fragiles du boîtier, si vous devez changer d'objectif à l'extérieur, placez toujours votre boîtier vers le bas et jamais face au vent, afin d'éviter que des poussières viennent se placer à l'intérieur. Bouton de déverrouillage de l'objectif. Se souvenir qu'il ne faut actionner ce bouton que pour ôter l'objectif, et toujours en orientant le boîtier vers le bas. À titre info, un nettoyage de capteur coûte entre 40 et 60 €. Vue arrière. Bouton de lecture. Il sert à prévisualiser les photos. Un menu dédié à la lecture des photos, via le bouton menu 7, permet de prévisualiser ou de supprimer les photos indésirables. Mais d'autres fonctions sont aussi disponibles dans ce menu. Le bouton LVF, Live View Finder. Il permet de basculer manuellement entre l'écran LCD arrière et le viseur électronique. Le viseur. Les appareils hybrides utilisent un viseur électronique qui affiche l'image issue du capteur. Il permet de prévisualiser l'exposition, la balance des blancs ou les effets et d'afficher de nombreuses aides, histogrammes, focus picking, etc. Les viseurs actuels offrent généralement une définition comprise entre 2,36 et 5,76 millions de points,
Certains modèles haut de gamme atteignant 9,44 millions de points avec une couverture de 100% du cadre. En revanche, ils peuvent présenter une légère latence et consommer davantage d'énergie. Les réflexes utilisent un viseur optique OVF basé sur un miroir et un pentaprisme, offrant une vision directe de la scène sans latence ni pixelisation et avec une consommation d'énergie quasi nulle. En revanche, la visée ne permet pas de prévisualiser l'exposition et la couverture varient selon la gamme. Environ 95% sur les boîtiers d'entrée milieu de gamme et 100% sur les modèles professionnels sans notion de résolution puisque l'image est purement optique. Le détecteur oculaire permet la permutation entre l'écran et le viseur. Bouton de sélection du mode d'autofocus. Ce bouton sert principalement à changer rapidement le mode de zone ou de méthode d'autofocus gérée par l'IA. À ne pas confondre avec les méthodes de mise au point de la lumière, pondérée, centrale, spot, etc. En actionnant ce bouton, on ouvre le menu de sélection de la zone autofocus dans le viseur ou sur l'écran. Ici, on peut choisir la forme des collimateurs d'autofocus en fonction de la scène et des sujets à photographier. Suivi, zone autofocus totale, zone horizontale, verticale, zone, une zone plus, une zone ou un point précis. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il ne faut surtout pas confondre avec les méthodes de mise au point de la lumière, pondéré central, spot, point précis, qui sont des modes pour mesurer la lumière. Le joystick. Multidirectionnel, il permet avec le pouce droit de déplacer le point d'autofocus dans n'importe quelle direction, ce qui s'avère très pratique. Bouton AF1. Il sert à verrouiller l'autofocus sur le sujet. À noter qu'un paramétrage spécifique de ce bouton couplé à celui du déclencheur permet d'appliquer la technique de mise au point nommée Back Button Focus. Comment ? En activant la mise au point via le bouton AF1 avec le pouce droit, puis en déclenchant avec l'index droit. Mais ce mode ne fait pas l'unanimité. Certains photographes l'adoptent et d'autres le détestent. Aussi, je ne m'étendrai pas davantage sur cette technique que vous pourrez voir sur d'autres chaînes vidéo. Bouton Quick Menu. C'est votre tableau de bord pour modifier les réglages de prise de vue les plus importants sans jamais entrer dans les menus complets et complexes du boîtier. Et il est personnalisable à souhait. Menu 7. Ce menu ouvre le menu principal et permet l'accès à tous les réglages du boîtier, personnalisation du boîtier, menu vidéo, formatage carte SD, mise à jour de l'appareil, etc. Il va sans dire qu'il vous faudra parcourir ces menus pour en découvrir toutes les possibilités. Le trèfle. Il entoure le bouton Menu 7 et chaque direction par point de pression permet le réglage des fonctions que vous lui aurez assignées. Par exemple, appui haut serait la plage dynamique, appui gauche serait le mode de zone autofocus, appui droit serait le mode de mesure de la lumière, appui bas, sujet à détecter, humain, œil, visage, animal, auto, moto, train, avion. La roue codeuse. Cette roue est une commande circulaire qui s'utilise principalement avec le pouce pour une navigation rapide, en faisant défiler les menus ou parcourir les photos en mode lecture. Un réglage de précision, dans le Quick Menu, elle permet de sélectionner les valeurs des réglages une fois l'élément choisi. Taille du cadre d'autofocus, par défaut ou via réglage, elle permet souvent de modifier instantanément la taille de la zone de la mise au point, sans entrer dans les menus. Mais il est possible de lui assigner d'autres fonctions. Sensibilité ISO, pour changer l'ISO directement en tournant la roue, la correction d'exposition, particulièrement utile en mode manuel ou semi-auto,
le volume du casque pour un contrôle direct du niveau sonore en vidéo, l'ouverture en mode manuel si vous préférez séparer vitesse, ouverture et ISO sur 3 molettes différentes. En résumé, la personnalisation du trèfle et de la roue codeuse permet une personnalisation poussée du boîtier. Bouton retour et corbeille. Le bouton retour, il remplit 2 fonctions essentielles selon le mode d'utilisation de l'appareil. En mode prise de vue par un bouton de fonction, il agit par défaut comme un bouton de fonction personnalisable. En mode lecture, pour la suppression, il sert de bouton corbeille pour effacer la photo ou la vidéo affichée à l'écran. Pour ce qui est du retour ou annulé, il agit comme une touche d'annulation pour revenir à l'écran précédent ou quitter un réglage spécifique sans valider de modification. Certains préfèrent assigner le menu Q à ce bouton. Le bouton Display. Il sert principalement à gérer l'affichage des informations sur l'écran ou dans le viseur. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, en mode prise de vue, il change les informations à l'écran. Chaque pression sur le bouton Display fait défiler différents modes d'affichage pour personnaliser ce que vous voyez tout en cadrant un affichage complet qui affiche tous les réglages, vitesse, ouverture, ISO, histogramme, etc. Un affichage épuré qui masque les icônes pour libérer le champ de vision sur l'image seule. Un niveau électronique qui affiche une jauge d'inclinaison pour s'assurer que l'horizon est droit. Un écran de contrôle sous forme de tableau de bord qui remplace la visée réelle par un résumé complet des paramètres sur fond noir, idéal pour les réglages sur trépied. En mode lecture, lors de la prévisualisation de vos photos ou vidéos, il permet de basculer entre la photo seule, la photo avec les informations de prise de vue, l'affichage détaillé avec les histogrammes RGB et les zones de haute lumière brûlée. Et dans les menus, navigation et aide, il permet de passer rapidement à la page suivante et dans certains sous-menus comme le style photo, il sert parfois à enregistrer les paramètres actuels vers un profil personnalisé. Là encore, ces réglages peuvent se présenter différemment d'une marque de boîtier à une autre. L'écran. Selon les gammes, les appareils photo numériques sont dotés d'écrans plus ou moins qualitatifs. Performance technique. L'écran peut être OLED, LCD, mini LED et afficher des définitions allant de 1,84 à plus de 4 millions de points ultralumineux, 2000 nits, pour un rendu haute résolution. L'usage se généralise autour du tactile, optimisant l'ergonomie et l'autonomie des boîtiers. Cependant, il faut savoir qu'ils sont 3 fois moins définis que celui des smartphones qui peuvent atteindre 12 millions de points. Vue latérale droite. Œillet de bandoulière. Prise de télécommande filaire, remote en anglais, qui permet le branchement d'une télécommande pour le déclenchement à distance. À noter que les télécommandes sont rarement compatibles d'une marque à l'autre. Emplacement de carte SD. À l'heure actuelle et selon les modèles de boîtier, le nombre d'emplacements et le type de carte peut varier. On trouve sur les boîtiers d'entrée et de milieu de gamme 1 ou 2 emplacements pour carte SD. Sur les boîtiers plus haut de gamme, un des 2 emplacements est dédié à des cartes de type CF Express, beaucoup plus rapides que les cartes SD, permettant d'atteindre de meilleures performances pour les photos de sport ou la vidéo. Trappe du compartiment des cartes SD. Vue latérale gauche. Molette de réglage dioptrique.
Elle sert à adapter la netteté du viseur par rapport à votre vue. Trappe des compartiments. Prise microphone pour le branchement d'un microphone. À noter que tous les boîtiers équipant les appareils photo ne sont que des microphones de contrôle du son très peu qualitatifs. Par conséquent, et pour un meilleur rendu sonore, il sera recommandé d'utiliser un microphone de qualité. Prise casque. Elle s'avère très utile pour contrôler le niveau audio avant d'enregistrer une vidéo. Prise HDMI pour le branchement d'un câble HDMI, ici de type A, parce qu'il en existe aussi de mini HDMI dans certains modèles de plus bas de gamme, afin de visualiser les images ou les vidéos sur un écran. Prise USB-C. L'interface de dernière génération de ce câble permet selon le cas de recharger la batterie, de transférer des images jusqu'à 10 gigabits à la seconde, d'enregistrer des images et vidéos sur un disque SSD externe et de contrôler l'appareil à distance en le reliant à un PC pour une prise de vue connectée via un logiciel dédié pour y effectuer des réglages. Vue de dessous. Compartiment batterie. Dans les modèles d'entrée de gamme, ce compartiment est partagé avec la carte SD. Connexion d'une poignée grip. Emplacement vis trépied et poignée grip. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, un pas de vis standard d'1/4 de pouce permet la fixation du boîtier sur un trépied ou d'autres supports. On pourra aussi, si besoin, y intégrer une poignée grip qui est un accessoire ergonomique conçu pour améliorer la prise en main et l'autonomie, puisqu'elle permet l'accueil d'une batterie supplémentaire qui s'avère utile pour les longues séquences vidéo. Elle réplique également les commandes essentielles de l'appareil photo, par un second bouton de déclenchement de l'obturateur, des molettes de réglage d'exposition, un joystick à 8 directions et des boutons pour l'ISO et la balance des blancs, un interrupteur marche-arrêt pour désactiver ces commandes. Mais il s'agit ici d'un accessoire optionnel réservé à des besoins spécifiques tels que la vidéo ou la photo de sport. Voici à quoi ressemble une poignée grip. Une vue avant et arrière du boîtier lorsqu'il est ainsi équipé. À mon humble avis, elle devrait être réservée à un usage strictement professionnel. Conclusion. La maîtrise technique de chaque commande transforme votre boîtier en un outil de précision redoutable, capable de répondre instantanément aux situations les plus exigeantes. En automatisant ces gestes, vous libérez votre esprit des contraintes matérielles pour vous consacrer pleinement à l'expression de votre regard, illustrant ainsi la vision de Steve McCurry. Si vous savez attendre, les gens oublieront votre appareil photo et leur âme apparaîtra. Si vous avez apprécié le contenu des vidéos de la chaîne Photo Si Facile, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager les vidéos avec d'autres passionnés de photos afin qu'ils puissent rapidement progresser.